En août 1996, dans un village russe, une dame âgée découvre un bébé abandonné en forêt. Elle décide de le recueillir et de le nommer Alyoshenka. Le problème, c'est que selon les médias et les témoins, il s'agit en réalité d'une créature aux allures extraterrestres. Les médias s'emparent de l'histoire, les rumeurs se répandent, des scientifiques s'en mêlent, et Alyoshenka finit par disparaître mystérieusement après avoir été saisi par les enquêteurs. Introduction rocambolesque, je sais, c'est un cas peu connu dans le monde francophone et pourtant assez moderne, autour duquel on a des détails intéressants et des images vraiment saisissantes. C'est surtout un exemple en matière d'affaires mystérieuses et controversées. Bonjour, je suis Saïlar, sur cette chaîne on se raconte des histoires extraordinaires qui touchent parfois à nos croyances, et aujourd'hui voici un cas très intéressant à raconter et à discuter ensemble. Voici l'histoire telle qu'elle est généralement racontée. Une nuit d'été, en 1996, dans le village de Kaolinori, près de Kishtim en Russie, Tamara Vasiliona Prosvirina, une dame assez âgée, est dérangée par un bruit vraiment assez strident. Elle décide de sortir de chez elle, d'aller vérifier, et elle remarque que le son vient des bois. Elle se dit sur le moment que ça doit être un petit animal caché dans les arbres, mais curieuse, elle va voir. Et à mesure qu'elle s'approche, elle devine qu'il s'agit plutôt d'un cri ou d'un sifflement semblable à celui d'un enfant. Elle finit par trouver l'origine du bruit et elle voit alors ce qu'elle décrit comme un bébé tout simplement. Tamara enveloppe immédiatement le bébé dans un châle pour le sécuriser et elle le ramène chez elle. Alors il faut savoir que Tamara est une dame âgée assez atypique. Elle est suivie parce qu'elle souffre de troubles mentaux, mais voilà, elle décide secrètement de garder ce bébé parce qu'elle pense qu'il lui appartient. Elle contacte quand même sa belle-fille, qui est également nommée Tamara, pour lui annoncer qu'elle a, je cite, un nouveau bébé. Elle décide de le nommer Alyoshenka. Le lendemain, sa belle-fille lui rend visite. Alors on va l'appeler Tamara Junior pour éviter de s'en mêler avec les prénoms, et elle est troublée. Elle le voit, et vous voyez d'ailleurs les images officielles, authentiques d'Alyoshenka, le décrit comme ayant la tête légèrement plus grande que son corps et ayant la forme d'un oignon. Il a de très grands yeux et un petit trou par lequel il semble pouvoir respirer. C'est un humanoïde de 20 à 25 cm, il n'a pas de cheveux, il a de grands yeux et une peau assez grise. Et selon Tamara Junior, le bébé se nourrit vraiment très bizarrement. Tamara Junior déclare n'avoir jamais vu sa bouche bouger et que c'était comme s'il aspirait littéralement la nourriture. Ici en l'occurrence des caramels et du fromage blanc. Un autre témoin, un voisin, Vladimir Nourdinov, découvre l'existence d'Alyoshenka en rendant visite à Tamara. Il revient plusieurs fois la voir par la suite. Bon, tout ça est déjà très curieux, mais le plus étrange reste à venir. Dans les semaines qui suivent la découverte d'Alyoshenka, Tamara parle à quelques voisins et leur dit qu'elle a un bébé. Alors dans un village, les nouvelles vont vraiment très vite et les gens discutent même de ceux qu'ils ne connaissent pas personnellement. Et il se trouve que Tamara a une petite réputation parce que pour les locaux, elle a toujours eu un comportement étrange, à part. Bon, l'exemple donné, c'est le fait qu'elle se rend notamment régulièrement au cimetière la nuit pour y voler des fleurs et les mettre chez elle. Alors oui, c'est excentrique, de là à ostraciser quelqu'un pour ça. Bon, en tout cas, elle souffre bel et bien de pathologies psychiatriques, et un voisin finit par appeler l'hôpital pour dire qu'elle divague complètement et que, visiblement, cette fois, elle a totalement perdu la raison, notamment parce qu'elle raconterait à qui veut l'entendre qu'elle a un bébé. Alors je passe sur le contexte un petit peu psychophobe et malheureux, mais Tamara se fait hospitaliser, et là c'est absolument terrible parce qu'elle supplie les médecins de la laisser rentrer chez elle afin de s'occuper d'Alyoshenka. Sauf que personne ne la croit. Ce qui doit arriver arrive, Alyoshenka meurt de négligence au domicile en l'absence de Tamara. Et là, les versions varient légèrement en fonction des sources. Certains disent que c'est le voisin, Nourdinov, qui le découvre mort de faim et de soif en se rendant au domicile après avoir appris l'hospitalisation de Tamara. D'autres que c'est Tamara Junior qui a trouvé le corps et l'a donné à Nourdinov. Par la suite, encore une fois, les versions varient légèrement. Beaucoup d'articles indiquent que Nourdinov remet de lui-même le corps à un policier, Vladimir Bendlin. Mais le journal russe Chelyabinski Rabochii, qui est le premier à rapporter cette affaire dans la presse, fournit dans un article le témoignage du major Evgeny Mugishev, qui est officier de service opérationnel du département des affaires intérieures de la ville de Kishtim et qui parle de l'affaire. Je me permets de citer directement l'article et son témoignage qui représente une source directe. Je travaillais comme enquêteur à cette époque, en août 1996, et j'enquêtais sur le vol d'un câble électrique.
Nous avons identifié le voleur et nous nous sommes rendus chez lui. Il nous a montré où se trouvait le fil volé. Et puis ensuite, à l'improviste, il nous a dit de le suivre parce qu'il voulait nous montrer un extraterrestre. Là, je me suis dit que quelque chose n'allait vraiment pas avec ce gars. Il a sorti un paquet de l'armoire et il l'a déplié. À ce moment-là, j'ai bien sûr oublié toute cette affaire de vol avec ce câble volé, et même qu'il était un voleur. Je me suis tout simplement précipité au département afin de récupérer mon partenaire Vladimir Bendlin. Il a pris de quoi documenter tout ça et nous sommes retournés sur place. Ensuite, le corps de 25 cm a été réquisitionné et emmené au département. Peu importe les variations dans les versions de l'affaire, les autorités finissent donc à chaque fois par récupérer le corps de Alyoshenka. Vladimir Bendlin prend des photos et vidéos de Alyoshenka qui font le tour des médias. Très vite, le cas intéresse la presse qui relaie l'information et des journaux internationaux en viennent à s'intéresser au cas. La rumeur qui se répand petit à petit et qui circule aux alentours est que Alyoshenka était un enfant extraterrestre qui avait été découvert par Tamara. Incroyable, mais plutôt que de rejeter l'information en bloc, continuons de tirer son fil pour voir où est-ce que tout ça nous mène. On va parler du corps et de l'analyse, pour le moment ils sont en cours. Et en attendant, c'est une bataille médiatique qui a lieu autour du cas. Les journaux russes, ainsi que des chaînes de télévision internationales, notamment MTV Japon, couvrent l'affaire. Des équipes de tournage viennent au village pour documenter cette histoire étrange, et là, le détail intéressant rapporté par la presse est que les journalistes payaient chaque témoin pour obtenir des témoignages. On imagine facilement que certains habitants ont vu dans cette histoire une bonne manière de se faire un peu d'argent. Pas grand chose, mais bon, un peu de monnaie, c'est toujours ça de prix. Donc le soupçon de canular émerge très vite comme souvent dans ce genre de cas. On se dit que les témoignages des uns et des autres ne sont tout simplement pas fiables, puisqu'on les paye pour ça, et les deux Tamara et Nourdinov sont même soupçonnés d'avoir comploté tous ensemble pour essayer de monter cette histoire et gagner de l'argent. Sauf que les premiers résultats des analyses du corps arrivent, et les innocentes. Les résultats des analyses du corps d'Alyoshenka nous sont communiqués par le docteur Irina Yarmoleva. Elle conclut qu'il pourrait s'agir d'un fœtus humain gravement déformé, en tout cas ce sont bien des tissus organiques et absolument pas un canular. Là encore, suite à ces analyses, les versions varient. Le corps aurait tout simplement disparu après ça. Une version avance que Boris Zolotov, un ufologue, aurait proposé de faire de nouveaux tests afin d'analyser l'ADN de la créature et essayer de déterminer son origine exacte. Sauf que Zolotov prétend que lors du transport du corps vers le laboratoire, un objet volant non identifié serait apparu dans le ciel. En soi, ça veut tout et rien dire, mais là on s'imagine du coup un vaisseau spatial extraterrestre. Le coffre de la voiture se serait selon lui ouvert et Alyoshenka aurait été récupéré par ce vaisseau. C'est vraiment son témoignage, il maintient d'ailleurs ce même témoignage en caméra, donc on a vraiment la preuve qu'il a dit ça. Mais à part son témoignage, aucune preuve n'atteste que tout ça a bien eu lieu et que c'est donc comme ça qu'il a perdu le corps, et il a d'ailleurs refusé d'en rediscuter depuis. Et puis on a Bendlin, le policier en charge de l'enquête, qui déclare que selon lui, Zolotov aurait été forcé de remettre Alyoshenka au service secret russe. Кто-то из журналистов тоже общался с ними. Ну, ему уже они сказали, что мумию изъяли спецслужбы, отобрали подписку о неразглашении. Bon, on est d'accord, c'est vraiment un beau micmac et ça part absolument dans tous les sens. En tout cas, le corps disparaît officiellement après ça, et l'enquête s'arrête. Quelques années plus tard, en 1999, Tamara est tuée, heurtée par un camion, alors qu'elle venait de fuir l'hôpital où elle était soignée. Alors, certains journaux indiquent qu'elle devait rencontrer un certain Mark Milkimer qui voulait s'entretenir avec elle à propos du cas Alyoshenka, et détail très troublant, peu de temps après son arrivée à Kishtim et voulant se rendre au village, Milkimer lui-même serait mort d'une crise cardiaque soudaine. Oui, là c'est vraiment très étrange, donc j'ai immédiatement voulu vérifier l'authenticité de cette information avant d'explorer d'autres pistes, et à ma connaissance, Mark Milkimer n'existe tout simplement pas. Il n'est pas mentionné par les sources russes principales qui parlent de cette affaire en premier, et ce nom n'apparaît que bien plus tard. Selon moi, c'est un rajout des médias internationaux qui en parlent pour pousser l'hypothèse du complot autour de la disparition du corps d'Alyoshenka.
Par contre, tout le reste est au moins partiellement vrai. Tamara est effectivement malheureusement décédée après avoir été heurtée par un camion alors qu'elle tentait de s'échapper de l'hôpital où elle était traitée. C'est en tout cas l'information reprise par l'ensemble des sources. Et le corps d'Alyoshenka, bien réel et documenté aussi bien par la télévision russe que par la télévision américaine, notamment dans l'émission The Unexplained Files, a bel et bien disparu. Mais un dernier rebondissement vient semer encore plus le doute. Une femme, dont l'identité est restée cachée, se manifeste auprès du journaliste Vadim Chernobrov et déclare avoir gardé la couverture d'Alyoshenka. La belle-fille de Tamara confirme que c'est bien la couverture dans laquelle se trouvait Alyoshenka, et Vladimir Bendlin, le policier qui a documenté cette affaire en photo et en vidéo, la récupère pour en faire des tests ADN. Selon la presse, la couverture est ensuite transportée à un laboratoire à Moscou et les résultats montreraient la présence de 2 ADN différents. L'un correspondrait à Tamara selon les analyses, l'autre serait une trace d'ADN inconnue de la science, sans correspondance avec les milliers d'espèces connues. Cette information absolument incroyable et sensationnelle alimente les rumeurs et conclut la plupart des reportages sur ce cas. Alors si cela est vrai, ce serait une révolution. Les résultats sont-ils disponibles quelque part? Ont-ils été revérifiés? Pourquoi alors Irina Yormoleva n'a-t-elle pas obtenu les mêmes résultats? Ce sont mes propres interrogations quand, arrivé à la fin de tous ces relais médias autour de cette histoire, je sors avec plus de questions que de réponses. Voilà, le mystère est posé, et maintenant que je vous ai raconté ce cas, explorons ensemble les différentes hypothèses. Le 29 septembre 1957, une explosion a lieu à l'usine de traitement de déchets nucléaires de Mayak, près de Kishtim, en Russie. Cette explosion libère de la matière radioactive dans l'atmosphère et disperse des matériaux radioactifs sur une zone de 20 000 km², ce qui affecte environ 270 000 personnes. La contamination provoque une évacuation massive de 10 000 personnes et de 23 villages voisins. Les raisons exactes de cette évacuation ne sont pas clairement expliquées aux habitants. Une catastrophe nucléaire vient de se produire, elle est aujourd'hui connue sous l'appellation catastrophe nucléaire de Kishtim. Les populations locales exposées aux radiations souffrent de problèmes de santé variés, des malformations congénitales, des cancers et d'autres maladies liées aux radiations. Les publications spécifiques et détaillées sont rares à cause du secret qui entoure l'incident, incident qui ne sera reconnu qu'en 1990 par les autorités soviétiques, soit des décennies plus tard. Vous me voyez venir, certains avancent l'hypothèse que Alyoshenka aurait souffert de malformations graves qui pourraient être une conséquence directe de cette exposition aux radiations. Les radiations peuvent entraîner des mutations génétiques sévères, ce qui expliquerait les déformations inhabituelles du corps parce que dans ce contexte, la mère d'Alyoshenka aurait pu être exposée aux radiations, soit directement en vivant dans une zone contaminée, soit indirectement à travers des aliments ou bien de l'eau contaminée. La mère aurait donc par la suite abandonné Alyoshenka. Et même si on exclut la piste de l'incident radioactif, une autre hypothèse parle elle aussi de celle de l'abandon, et on peut d'ailleurs la retrouver dans la presse russe. Voilà ce que dit un article du 13 août 2003 à ce sujet, je cite l'article. Voici ce que nous ont dit le chirurgien-chef du service d'urologie de l'hôpital central de Kishtim, Igor Kuskov, et la chef de la clinique prénatale, Irina Yarmoleva. Tout était basé sur des spéculations et sur le témoignage de cette femme qui l'a trouvé. Il est possible que quelqu'un se soit débarrassé d'un fœtus non désiré. Ce que nous tenions dans nos paumes mesurait entre 17 et 20 cm, ce qui correspond à un âge gestationnel de 20 à 25 semaines. Il était peut-être viable, mais seulement pendant quelques heures, certainement pas pendant des semaines. Tout comme un humain, il a 12 côtes attachées à sa poitrine. La structure de la ceinture scapulaire correspond également à celle d'un humain, et les os de ses mains sont les mêmes. C'est le squelette normal d'un fœtus en développement. Après avoir mené notre enquête professionnelle, nous pensons qu'il s'agit d'une fausse couche ordinaire qui s'est par la suite momifiée. L'hypothèse reprend donc les analyses d'Irina avec en plus celle d'un autre scientifique, Igor Kuskov. L'hypothèse est donc que quelqu'un se serait débarrassé d'un fœtus humain, que Tamara l'aurait trouvé et l'aurait recueilli, 2 témoins l'auraient ensuite vu vivant, Tamara Junior et le voisin Vladimir Nourdinov, et par la suite il aurait malheureusement trouvé la mort et se serait momifié. Et c'est ça qu'on serait tout simplement en train de regarder. Voilà, vous avez l'essentiel des indices intéressants que j'ai relevés en essayant de détricoter tout ça. Maintenant,
Voilà très rapidement ce que j'en pense. Alors, cette affaire est extrêmement intéressante parce qu'elle part un peu dans tous les sens avec des témoignages et des analyses contradictoires. Ça crée immédiatement une envie d'en savoir plus, et c'est pour ça que ça m'a intéressé, et c'est pour ça que j'ai tenu à vous partager ce cas. On voit bien avec le déroulé de l'affaire comment le traitement des sources, les erreurs de traduction, les déformations des faits peuvent influencer sur la perception d'une histoire. Même dans la chronologie officielle, en se basant sur les sources officielles, il y a des imprécisions selon si c'est rapporté par l'un des journaux sources ou par le policier en charge de l'affaire Bandlin par exemple. Et à propos de l'analyse de cette couverture, qui révèle quand même une information extrêmement préoccupante si elle est vraie, eh bien les informations disponibles ne fournissent aucune publication scientifique ou bien données scientifiques crédibles à propos de ces analyses. Ça veut pas dire que je rejette absolument tout en bloc, ça veut juste dire que si, comme vous et moi, on est curieux, ou même si des spécialistes veulent s'intéresser au cas, on n'a rien à se mettre sous la dent, on n'a littéralement rien à analyser. On a juste un témoignage qui nous parle de données incroyables, mais on n'a pas accès à ces données. Du coup, c'est un peu problématique. Ça rend tout ça assez difficile à vérifier. Vadim Chernobrov, le journaliste impliqué dans la diffusion de cette information, n'a pas partagé non plus de détails sur le résultat de ses analyses ADN. Et à ce compte-là, sans preuve, les analyses du docteur Irina Yarmoleva et des autres scientifiques qui contredisent directement les informations communiquées par Vadim Chernobrov sont donc tout aussi légitimes. Ça me fait penser à l'affaire Atta, un cas vite fait similaire et vraiment beaucoup plus récent, où il y a eu une analyse génétique complète, publiée pour justement statuer sur l'origine de ce qu'on voit. Je ne vous en dis pas plus là parce que j'en parlerai peut-être un jour, mais en tout cas voilà, ce type d'étude ça aurait été parfait, et évidemment ça aurait été possible avec Alyoshenka si le corps n'avait tout simplement pas disparu. D'ailleurs, le responsable de cette disparition, c'est Boris Zolotov. Mais qui est-il vraiment? Une source fin des années 90 indique que le professeur Alexander L. Dvorkin, expert sur les mouvements sectaires de Russie et de l'ex-URSS, déclare sur Boris Zolotov qu'il dirige une secte en ex-URSS appelée l'Académie des problèmes frontaux, connue pour ses méthodes destructrices. Selon lui, il utilise des exercices de groupe pour manipuler ses adeptes, il les rend ainsi totalement dépendants de lui, ses discours sont remplis de pseudo-sciences, parlent notamment de protéines universelles capables de guérir toutes les maladies et servent à impressionner et à contrôler ses membres. D'ailleurs, selon l'article, Zolotov attire des gens déçus par la médecine d'État russe, souvent inefficace et mal financée à l'époque. Bref, là on remarque que Boris Zolotov traîne en fait une réputation de gourou. Un autre article de 2007 raconte l'expérience d'un journaliste sous couverture pour l'émission russe Profession Reporter de NTV. Sa mission est de retrouver le corps momifié d'Alyoshenka et notamment d'enquêter sur Zolotov. Il se rend pour ça à Yevpatoria en Crimée où Zolotov donne un rassemblement avec ses fidèles. À son arrivée, le journaliste assiste à une espèce de procession, à des chants, des célébrations, et ensuite Boris donne des discours effectivement sur des formes de vie plutôt extraterrestres, et sur ces fameuses protéines guérisseuses. En fait, il se fait passer pour un contacté en lien avec certains extraterrestres. Je vous la fais courte, hein, mais le journaliste n'en apprend pas plus sur Alyoshenka. Par contre, il décrit effectivement Zolotov comme un charlatan qui exploite la crédulité des gens qui l'écoutent. Alors avec ces deux articles et le portrait de Zolotov qui en est fait, on peut au moins remettre plutôt assurément en doute le témoignage de Zolotov comme quoi Alyoshenka aurait été enlevé par un objet volant non identifié qui aurait ouvert son coffre, hein. Allez savoir ce que Zolotov en a fait. On a donc plusieurs hypothèses, dont celle autour d'un fœtus humain souffrant de malformations qui sont vraiment très intéressantes. Mais il y a également beaucoup de zones d'ombre, plein de détails contradictoires, certains manifestement inventés. Je me suis pas arrêté dessus, mais on lit aussi des rapports assez teintés de mépris, hein, comme un article qui raconte que Alyoshenka serait en fait mort après avoir été écrasé accidentellement au domicile de Tamara par un de ses compagnons de beuverie, hein. Ils étaient en train de faire la fête, de boire un peu trop, et il se serait assis malencontreusement dessus. Et l'élément intéressant qui revient par contre assez souvent dans la presse, c'est que les habitants n'ont pas hésité à raconter aux journalistes ce qu'ils voulaient entendre en échange d'argent. Bref, c'est une affaire mystérieuse typique, qui le reste pas parce qu'elle est fondamentalement inexplicable, mais parce que, et c'est mon opinion, il n'y a pas assez d'informations et preuves à disposition pour formuler une conclusion sans doute raisonnable, notamment parce qu'on trouve tout et son contraire sur le cas. Enfin, c'est un sujet fascinant sur le papier, mais qui nécessite une grande prudence. Prenez par exemple le cas des
des soldats pétrifiés suite à une rencontre avec une entité extraterrestre. J'en avais dédié une vidéo qui expliquait comment est-ce que les rapports sur ce cas s'étaient retrouvés dans les archives déclassifiées de la CIA. Là on se dit tout de suite incroyable, si c'est là, c'est que c'était forcément vrai puisqu'ils le gardaient caché. Eh bien en fait, pas du tout, ces informations avaient été inventés et aspirés par la CIA sans traiter ces infos, juste parce que ils aspirent à peu près tout et n'importe quoi en termes d'informations. Je prends cet exemple parce qu'encore aujourd'hui, ce cas est souvent rapporté comme authentique, et ça montre bien comment est-ce que des affaires peuvent être exagérées ou mal interprétées. Cela vaut pour l'extraordinaire, le paranormal, les sujets dont j'ai l'habitude de parler sur cette chaîne, mais ça vaut aussi pour n'importe quel sujet du quotidien. Il y a des exagérations dans cette affaire, notamment sur l'origine extraterrestre d'Alyoshenka, et avec beaucoup de bouche à oreille et un peu de matraquage médiatique, on a peut-être transformé le fait divers de quelqu'un se débarrassant d'un fœtus humain en une rencontre extraordinaire avec un petit être tombé du ciel. On a fait le tour du sujet, comme d'habitude les sources sont en description si vous voulez en savoir plus, voir les vidéos originales, les documents, etc. L'espace commentaire est également collaboratif, si jamais vous avez des informations, si jamais je suis passé à côté de quelque chose et que vous en avez eu connaissance parce que par exemple vous parlez russe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et enfin, grand merci à vous spectateurs de passage, abonnés ou membres, vous contribuez toutes et tous à faire vivre cette chaîne et à me permettre de vous parler de tous ces sujets étranges, bizarres, mais qui méritent d'être racontés comme n'importe quel autre sujet. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.